Dans le delta central du Niger, qui est l'office du Niger chez nous, il y a des terres où on peut cultiver des cultures irriguées. Mais à côté de ça, il y a une immense terre où on fait de l'agriculture chasse. Et quand on regarde l'exemple d'abord de Sanandougou, la fierté d'abord de ces villages était qu'ils se nourrissent, mais qui nourrissaient encore les autres en matière de petits milles. Donc c'était une zone de production par excellence des petits milles. C'est une zone même à chaque temps de sécheresse, elle donnait des tonnes de mil au gouvernement du Mali. Et quand on voit ce village en ce temps, un village qui fleurisse, un village qui refermait, qui gardait chaque jour, à chaque saison, dans le village, plus de 80% des bras valides ne bougeaient pas pour aller à l'exode rural. Ils étaient là. Parce qu'il y avait de la richesse, il y avait de l'abondance, et donc ils se glorifiaient, ils étaient fiers de qui ils sont. Et maintenant, quand on regarde à partir de 2009, et l'accaparement des terres qui leur est arrivé, les terres de production par excellence, puisque c'est fait par des communautés, l'Office du Niger, bon, par complicité aussi des autorités, font une baille amphithéotique dans la zone. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons tous subi la brutalité, les arrestations, les femmes qui ont été battues jusqu'au point qu'ils ont été avortées. La conséquence n'a pas été autre que le village a été complètement vidé d'abord de ses bras valides. Le village, on n'y trouve que des femmes et des enfants, et des vieux et des vieillards. Parce que les jeunes qui étaient là, qui faisaient la fierté du village, qui faisaient la fierté de la localité, mais la plupart, jusqu'à preuve de contraire, 25% de ces jeunes, ils sont venus vers l'Europe, et d'autres peut-être décédés. Ils disent, bon, on va aller à l'aventure parce qu'on n'a rien à foutre ici. Il y a plus de 50% des familles de Sanandougou ont été disloquées. Mais ça a transformé ces femmes dignes et fières à des esclaves modernes. Elles sont obligées d'aller aider les autres dans leur récolte, travailler comme aide à la récolte dans les autres zones. La famille était déchirée et l'éducation des enfants. L'école est restée fermée depuis 2010 jusqu'en 2020. Parce que le village n'arrivait plus à payer les enseignants. Donc vous allez voir un village qui n'est plus un village, quoi. Si tu rentres là-bas, on dirait que un village qui a été complètement détruit. Or, personne n'est rentré pour tirer. Non. C'est parce que leur identité, leur force, leur survie, leur culture, tous ces villages environnements qui se déplaçaient pour venir à leur fête culturelle, qui était l'un des exemples, l'un des références, a disparu. Donc, le chef de village a toujours dit, je règne et je vis dans un tombe, dans un cimetière, car nous avons perdu tout de nous et nous ne savons même plus qui nous sommes. Là-bas, les questions sanitaires qui est venu se greffer de tout ça. Celui qui a pris la terre, qui fait des monocultures, c'est à 10 mètres du village, 10 mètres. Même 3 véhicules ne peuvent pas se trouver entre l'exploitation et le village. Ils pompent avec des herbicides qui rendent malades les enfants. Les petits-enfants qui sont là, bon, on a moins de petits-enfants. Les mamans et autres qui sont là, elles sont tous malades. Quelle est la conséquence de ces terres polluées, toxiques, qui respirent quand lui, il traite? Ça, c'est un. Dédé, les produits qui aspergent sur les plantes et les engrais qu'ils utilisent, qui est directement déversé dans l'eau du canal. À court terme, on a vu des maladies, on a vu des diarrhées, ils sont enrhumés, mais et à long terme, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ça c'est sur le plan économique, ils sont devenus complètement pauvres. Le plan social, les tissus familiales, les tissus de parenté, leur culture, leur identité a été complètement bafouée, pour ne pas dire en train de disparaître.
Je prends l'exemple sur une zone minière. Là, c'est encore plus grave. Vous allez voir des zones d'agriculture par excellence, c'est les terres arabes, ça c'est maintenant dans le Mandé. Quand on s'approche maintenant entre les zones tropicales et les zones côtières où il pleut en abondance, ce n'est pas une zone irriguée. Là, avec l'exploitation d'or, avec les permis d'exploration, les communautés ne sont pas informées de ce qui arrive. Au lieu de venir leur parler clairement de ce qui va les arriver, de leur expulsion, de toutes les conséquences qu'ils veulent, non, ils viennent leur miroiter de l'argent. Ils n'ont jamais donné la limite exacte des terres qui vont dégrader, qui vont détruire, qui vont mettre hors d'usage. Non. Mais le cas le plus grave des zones minières, c'est quoi? C'est que le traitement est fait sur place. D'abord, le poussière, tout ce poussière qui est dégagé par les machines, les villages qui est là à 1 km ou à 500 mètres ou à 2 km, souvent qui est placé, dont le vent amène tous ces poussières, ils les respirent. Un. De deux, les bruits des machines, les bruits incessants des machines. Mais le cas encore plus grave est la nappe phréatique. Dans nos villages, nous vivons tous de l'eau de pluie. Vous trouvez que l'eau est à 5 mètres souvent, 6 mètres, 5 mètres, 4 mètres, souvent 3 mètres. Mais quand il commence à pomper le sol, souvent tu trouves qu'aucun des puits du village n'a de l'eau. Et le rivière qui est non loin, toutes leurs bêtises de traitement, l'eau va dans ces rivières-là, polluées, avec tous ces produits chimiques. Souvent, ils disent non, on ne déverse pas les résidus du traitement dans les mares, on les enfouit dans le sol. Mais ça filtre encore dans la nappe phréatique. Quand ils commencent avec 1000 personnes, au bout de 2 ans, tu les trouves avec 500 personnes. Au bout de 2 ans encore, tu les trouves qu'avec 20 personnes. Ça, ces gens ne sont pas des ouvriers qualifiés. Parce que la robotisation des machines dans les mines commence d'abord dans le travail non qualifié. Donc, et les ouvriers, les jeunes du village qui sont pris, c'est des travailleurs non qualifiés. Autant que les machines viennent, autant que les machines arrivent à faire, autant qu'eux, on les limoge. On continue à les limoger pour des prétextes. Ah non, tu as fait ça, tant fois limoger. Parce qu'à un moment donné, ils se sont déjà installés. Ils sont bien protégés par la milice et par l'armée. Parce que dans les contrats, la protection de l'investisseur et de son capital fait partie des clauses du contrat. Signées. Donc vous allez voir que ça va encore détruire encore notre tissu social. Ça va encore révolter. Ça donne tellement de désespoir que l'insécurité s'installe. On n'a pas le choix. Cette cohésion de solidarité qui était là, des groupes qui allaient cultiver ensemble, qui allaient faire tout ensemble, sont disloqués avec le mine parce qu'il y a une ségrégation dans l'emploi. Et ceux qui sont employés aussi vont prendre un niveau de vie avec des gros salaires, ils sont limogés. Ils sont habitués maintenant aux gros salaires. Ils n'en avaient pas, ils s'en foutaient. Mais ils en ont, ça leur pousse à prendre un niveau de vie et un train de vie. Après, on les limoge. Ils ne veulent pas chiter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire procurer des armes. Ils sont déjà habitués à l'argent. C'est comme ça. Donc, c'est pour dire que, au-delà de la dégradation du tissu social, au-delà de la dégradation de l'économie et de la détérioration qui les entraîne la faim, la famine et la maladie, mais ça crée un climat d'insécurité. Au Mali, mon organisation est l'unique organisation qui a rassemblé l'urbain, le périurbain et le rural. Nous sommes le résultat d'une mauvaise gouvernance, d'un népotisme de l'élite. Vous savez qu'après le grand programme d'ajustement structurel,
quand la terre, les fonciers, les villes ont commencé, la privatisation a commencé, les villes ont commencé à fleurir. Et je vous dis pourquoi le problème est venu dans l'urbain. Et quand ils sont allés à la décentralisation, et que les maires urbains ont eu à la charge la gestion de leurs communes, ils ont tous engagé des opérations d'urbanisation. Parce qu'il y avait le fonds Opération Sauvons notre quartier, qui était engagé par la Banque mondiale et la Banque ONU Habitat à l'époque, dans les pays du Sahel. Donc les maires, pour obtenir ces fonds, s'adonnaient maintenant à un programme d'urbanisation. Et quand ils s'engagent dans des programmes d'urbanisation, ils vendent les terres maintenant de ces quartiers populaires, parce que c'est les quartiers, dans toutes les villes, les quartiers populaires sont des villages de fêtes. Et maintenant, ces quartiers populaires sont automatiquement soumis maintenant à la loi d'urbanisation. Autrefois rural, périurbains, ils sont devenus urbains. Et maintenant, ce sont eux qui sont... C'est la maison de ces gens qui sont écrasés avec des bulldozers sur des méga-projets d'aéroports, des méga-projets de grandes surfaces de supermarchés, des grands parkings. Ils déclaraient ces zones souvent d'utilité publique. Souvent, ils s'en foutent parce que nous sommes dans nos maisons depuis des siècles. Nous sommes légitimes dans nos maisons, mais on n'a aucun document de légalité. Donc, ils ne nous considéraient même pas. Donc, il n'y avait pas de dédommagement parce qu'on n'avait pas un document qui nous donnait argument de droit, de reconnaissance qui pouvait être monnayé ou qui va nous permettre d'avoir quelque chose. Ça a créé une frustration. Nous sommes les premiers à organiser ces gens-là. Nous sommes représentés dans les 6 communes de Bamako et on est plus de milliers et des milliers par quartier. C'était notre force de frappe d'abord. La première force de frappe de mon organisation, c'était l'urbain. Et qu'est-ce qui est arrivé au périurbain? Les villages qui sont là, qui sont régis par des lois coutumières, les villages en grandissant, les agences immobilières vont aller prendre les terres de ces villages. Maintenant, ils font des titres fonciers, puisque la terre n'est pas cadastrée. À partir de leur bureau, ils créent des titres fonciers en se donnant des repères. Ou à un dimanche, il passe avec un petit GPS, les gens ne le connaissaient pas. Non, c'est un voleur, il est là avec son petit GPS, il prend les coordonnées. Donc, ils font les tours des coordonnées comme ça les dimanches, 18h, 19h. Maintenant, ils rentrent, ils créent maintenant une cartographie. Et maintenant, ils spéculent là-dessus parce que l'État est le plus grand spéculateur. En créant des titres en les donnant aux agences immobilières, soit disant accompagnement des entreprises. Et donc, mais les villages ne le savent pas. Donc, ce qui fait que, au-delà des quartiers démolis, des quartiers qui disent on est en train de lotir, les gens n'ont plus leurs terres, ils sont repoussés de plus en plus loin. D'autres même, les maires vendaient ça pour mettre dans la caisse du parti. C'est le parti qui est au pouvoir, une mafia bien organisée. Mais les chefs de village aussi qui sont là sont victimes de ces prédateurs d'agences immobilières qui projettent dans le temps. Avant que le prix des terres de ces zones-là ne soit plus cher, souvent, et ils vont aller faire des milliers et des milliers d'hectares, c'est pas cher, ils peuvent y spéculer là-dessus. Donc ça aussi, ça a créé beaucoup d'indignation. Beaucoup de chefs de village ont été emprisonnés. Quand il arrive, les villages se révoltent, ils viennent mettre des piquets, les villages, ils enlèvent les piquets. Tant qu'ils t'enlèvent un piquet, le juge, il t'enferme. Parce qu'il dit que tu n'avais pas le droit d'enlever les piquets des géomètres. Et les gars, ils se revendiquent avec un titre foncier qu'on appelle, que j'ai dit dans la salle, légalité, un papier légal, contre ceux qui sont légitimes. Mais le légitime n'a pas un document qui prouve sa légitimité, mais c'est un document coutumière. Donc, ce n'est pas un papier, mais c'est une reconnaissance tacite qui est là. Nous nous sommes battus pour eux. Quand l'urbain et le périurbain a pris les pas, donc maintenant, ça a été un écho. Un écho, parce qu'il y avait quelques ruraux qui étaient déjà là-dedans. Donc, quand ce écho a été lancé, donc maintenant, nous, on a fait de ça notre travail, la mobilisation. On a mis une commission, on était des pèlerins. On allait des zones menacées en zones menacées, des zones potentiellement menacées en zones potentiellement menacées, organiser en amont les gens, expliquer les dangers qui les guettent. Ce qui est écrit dans la législation est écrit dans la langue du colonisateur, dans la langue française. Et peu de gens peuvent le lire. Mais à l'époque, ils n'étaient pas nombreux.
À l'indépendance, le Mali ne dépassait même pas 3 à 4 millions. Aujourd'hui, on se trouve à 22 millions. La pression foncière s'accentue. Et toutes les farces du contenu de la législation commencent à peser sur les communautés. Donc nous, on a été victimes de ça. Raison pour laquelle on a lancé un grand appel. On a fait cette démarche entre organisations et organisations. Les gens nous demandent jusqu'à preuve de contraire, mais quel est votre secret de rassembler des millions de gens comme ça? Oui, parce que ces millions de gens étaient des victimes ou des potentielles victimes dont on a mis ensemble et on a engagé une lutte pour notre faveur. On a créé une solidarité, mais on était dans une lutte d'ensemble. Un pour tout le monde et tout le monde pour un. Et on a mis un mémorandum dont ton programme est écrit là-dedans, lui son programme est écrit, elle son programme est écrit, moi mon programme est écrit là-dedans, qu'on a soumis au gouvernement. Donc tout le monde se battait autour du mémorandum, qu'on appelle notre plateforme revendicative. Quand la guerre arrive, la famine arrive, l'insécurité arrive, les plus impactés, c'est les femmes et les jeunes. Le bras valide de l'homme, il fout le camp. Mais la femme ne peut pas bouger. Elle ne peut pas. Les enfants sont là. Elle ne peut pas fuir avec ses enfants au dos, avec tous les enfants. Elle est obligée de rester. Mais l'homme dit que je vais aller pour aller chercher à manger et t'envoyer de l'argent. C'est comme ça que l'homme se barre. Et tous nos combats, les femmes, de tous les combats que je vous cite, les femmes ont été au devant. Elles ont été frappées, elles ont été battues, elles nous ont aidés à enterrer ceux qu'ils ont fusillés parmi nous. Mais elles sont restées. Et vous allez regarder dans toutes nos luttes, elles sont nombreuses. Elles sont là, fortes. C'est ce qui nous a convaincus de nos mamans. Elles n'ont le place nulle part. Elles ne sont considérées nulle part si ce n'est la lutte. Parce que dans notre tradition, l'homme, si tu te trouves devant un groupe de femmes, il faut fuir. Si tu les attaques, c'est fini pour toi. Et les femmes, ils savent. Vous avez vu un moment au Mali, les femmes sont rassemblées et montées jusqu'au palais pour aller insulter le président. C'est parce qu'elles en avaient marre. Avec ces mauvaises gouvernances de l'époque, ce népotisme de l'époque, c'est les femmes qui perdaient tout. Tu parles à un homme tombe tout de suite. C'est le fils d'une femme. Donc c'est pour dire que c'est partant de leur voyance dans la lutte, leur engagement. Parce qu'on nous avait pris beaucoup de terres, on a récupéré beaucoup de terres, on le reconnaît. Raison pour laquelle ça fait 6 ans, 7 ans, je dirige ce combat pour le droit des femmes et des jeunes. Les jeunes chez nous ne parlent pas beaucoup, mais on le dit, mais ça ne parle pas beaucoup. C'est la femme qui parle chez nous. Les questions du statut social de la femme. Parce que beaucoup de gens disent l'accès des femmes à la terre. Le problème, ce n'est pas l'accès des femmes à la terre. Les femmes ont la terre. C'est l'accès à la responsabilité qui est un problème. On dit tant que nos mamans ne sont pas là à la prise de décision, elles ne pourront pas défendre leur cause. Là où on doit partager le gâteau, toi tu n'es pas là. Tu ne peux t'attendre qu'à des miettes. Donc, nous, notre premier combat, c'est de mettre les femmes dans la gestion d'abord, dans la responsabilité. Elles pourront défendre beaucoup de choses et c'est comme ça que leur statut social peut s'améliorer. Parce que le problème de nos us et coutumes, c'est un problème de statut social de la femme. La femme, dans l'histoire, était chose à protection. Ce sont nos pères, ce sont nos grands-pères. Elles ne peuvent pas nous régner. Les chefs coutumiers, ce sont nos papas. Ce sont nos pères. Il fallait d'abord convaincre nos papas et engager un processus d'amélioration du statut social des femmes. Parce que nos papas vont mourir. Le temps est le maître de tout. Mais ceux qui viennent doivent venir avec ça. Et comment? Toutes les jeunes, toutes les militants se sont engagés derrière les femmes et commencent à négocier la part des femmes. Mais en organisant la femme elle-même. Parce que c'est des siècles de vie du système patriarcal qui fait qu'elles sont résignées à leur sort. Donc, on a organisé les femmes en leur montrant que votre statut social même a besoin d'être amélioré.
Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas contre Dieu. Ce n'est pas contre la religion. Ce n'est pas contre les cultes, nos cultes. Non. C'est le temps même qui le demande. À un moment donné, on a commencé à avoir même des chefs de village de notre côté. Des plus radicaux sont devenus les plus engagés. Ce n'est pas la femme elle-même qui peut se battre seule pour arracher une statue dans une zone patriarcale. Les zones ne sont pas les mêmes. Mais avec leurs enfants, avec des hommes convaincus, des chefs convaincus. On a vu des chefs de village qui sont allés dans d'autres villages pour dire aux chefs de village, moi j'ai donné beaucoup de terre à mes femmes. Et jusqu'au point qu'on a développé l'alliance des chefs traditionnels de l'Afrique, au sein de la convergence globale d'élite. On a fait le premier grand forum à Nyéléni, en invitant tous ces chefs traditionnels, tous ces chefs coutumiers, les femmes et les jeunes, à venir discuter des us et coutumes, l'évolution de nos us et coutumes, en tenant compte de l'actualité et du statut social des femmes. Ce grand forum a été un grand pas. Aujourd'hui, on a tout un document de plaidoyer là-dessus, porté par toutes les grandes organisations de l'Afrique de l'Ouest, maintenant de l'Afrique entière qui commence à rentrer là-dedans, qu'on doit donner à nos politiques, à nos chefs coutumiers qui doivent, et à nos religieux pour évoluer le statut social et que les femmes soient prises en compte. Et dans notre loi foncière agricole, les femmes ont leur place. Et moi, dans tout le travail qu'on est en train de faire chez nous, c'est des groupes de femmes, des groupes de jeunes qui sont en avant. Souvent, les chefs de village disent que, bon, maintenant, là, le monde, là, c'est vous. Nous, allez-y régler et venez nous rendre compte. Donc, nous voulons cette mentalité. Ça veut dire qu'on est entré dans un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut tout gagner. Mais si ça rentre dans un processus, si ça rentre dans le système, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est fini. Mais ça a été mis en retard par l'insécurité, par le djihadisme qui est venu, a mis en retard notre travail. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'on ne se bat pas pour notre vie. Non, il faut que toutes les femmes aient leurs droits de mon vivant. C'est faux. Un militant se bat pour tracer un chemin dont les relèves seront pris. C'est ça le processus du changement. Donc, raison pour laquelle c'est cette situation qui est venue là-dedans, on n'avait pas le choix, c'est l'insécurité qui est venue par la mauvaise gouvernance, par la corruption en outrance, par la faiblesse de nos systèmes, mais ça a retardé, ça a mis beaucoup de retard dans notre système. Mais aujourd'hui, ça commence à aller, la machine commence à rentrer encore en vitesse de croisière, donc c'est ça, c'est un combat de vie.